bonsoir. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et nous sommes très impressionnés par ce public nombreux, n'est-ce pas, Frédéric? C'est vrai, et très oui. heureux d'être à la médiathèque José Cabanis, Oui. puisque c'est un écrivain que j'aime beaucoup. Vous devriez lire José Cabanis. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, oui. Il y a notamment un roman qui s'appelle L'âge ingrat, et qui est un beau sujet. Oui. En effet, un vaste sujet. Oui. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je viens de prendre le métro. Et épatant ce métro toulousain, puisqu'il n'y a pas de chauffeur. C'est la première fois que vous prenez le métro toulousain? C'est la première fois que je prends le métro toulousain. À Paris, il y a encore des types qui conduisent, qui avancent, qui freinent, tout ça. Ici, c'est robotisé déjà. Impressionnant. Ah oui, c'est dingue. Alors, on n'est peut-être pas là pour parler de... On Du peut métro évoquer José toulousain. Cabanis, mais le métro toulousain, bon, on va peut-être passer à autre chose. On va parler de votre dernier roman, donc Oona et Salinger, donc, qui vient de sortir aux éditions Grasset. Alors, vous êtes écrivain, Frédéric Becbédé, critique littéraire toujours au Figaro Magazine. Vous étiez animateur du Cercle sur Canal+, vous êtes toujours. Et donc, vous êtes aussi directeur de la rédaction du magazine Lui, que vous avez vraiment contribué à relancer et qu'on peut trouver maintenant facilement. Que vous lisez régulièrement. Que je lis régulièrement. Voilà, exactement. Écoutez, c'est après tout. Hein, bon. Écoutez, voilà. Vous êtes donc pas également. de honte à avoir. Pas de honte, tout à fait. Également l'auteur de 99 francs, qui était publié en 2000, qui avait été porté à l'écran par Yann Kounen, et de L'amour aussi dure 3 ans, que vous avez vous-même adapté au cinéma, je crois que c'était en 2012. Alors, vous avez publié aux éditions Grasset un certain nombre de livres, et notamment récemment Windows on the World, qui a eu le prix Interallié en 2003, et également un roman français qui a eu le prix Renaudot en 2009. Donc déjà quand même 2 prix littéraires prestigieux. C'est incroyable. À Camp-Goncourt, peut-être. Je demande où va la France. Mais pourquoi vous dites ça? Non, mais je sais pas. C'est quand même. Bah écoutez, non, j'étais très content en plus. C'était. Disons que j'ai toujours. Enfin, je pense toujours que je suis un usurpateur. Quand des personnes prestigieuses vous remettent une médaille comme ça, finalement, ça rassure. Et c'est bête, hein, mais en fait, on est. Enfin, je sais pas pour les autres, mais moi, j'ai constamment besoin d'être rassuré. J'ai l'impression que rien que le fait d'écrire et d'avoir un éditeur est déjà un miracle en soi. Alors, si en plus il y a des gens qui lisent, s'il y a des gens qui viennent, s'il y a des bisous, enfin, je lance un appel. Et c'est vrai que c'est curieux, c'est très curieux, cette espèce de maladie qui est probablement la maladie de tous les, entre guillemets, artistes, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés, ils ont toujours l'impression d'être des imposteurs. C'est un sentiment que vous avez régulièrement. À chacune de sorties de vos livres, vous pensez ça. Vous êtes toujours un petit peu... Ça met dans une situation d'infériorité quand même d'avoir travaillé, de publier un livre, se retrouver comme ça à exposer son travail au jugement des critiques, des lecteurs, du monde entier. C'est un peu comme se balader à poil dans la rue. Je ne sais pas si cette métaphore est tout à fait idoine, mais non, c'est vrai que ça met dans une situation de vulnérabilité. D'ailleurs, les prix littéraires aussi placent tous les écrivains de la rentrée dans une position très infantile, finalement. C'est assez ridicule de s'imaginer que vous avez des centaines de romanciers qui sont là comme des chevaux qui font une course. Il va y avoir un gagnant. C'est assez pitoyable quand on y réfléchit. Alors que ce sont tous des gens très intelligents, très angoissés, très sensibles. Les mettre dans cette situation de courir pour avoir un prix est pathétique. Ouais, en même temps, c'est quand même ce qui fait aussi la spécificité de la littérature française. Et après tout, ces prix contribuent aussi à faire connaître des auteurs. Et donc, c'est une qualité quand même. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est plus uniquement français, hein. Il y a des prix dans tous les pays, mais c'est vrai que en France, il y a une saison, quoi. C'est marrant. Il y a de même qu'il y a les Fashion Week ou je sais pas, il y a la saison le Tour de France l'été, Roland Garros au mois de mai, le Festival de Cannes. La rentrée littéraire, c'est entre septembre et novembre. Et ça, c'est vrai que il y a qu'en France que c'est le cas. Les gens, comme si les gens ne lisaient pas le reste de l'année. Ils ne lisent qu'en automne. C'est curieux. Au moment où les feuilles tombent. Oui. C'est bizarre. C'est le seul pays comme ça où les gens ne lisent qu'en automne.
Alors venons-en, si vous voulez bien, à votre dernier roman, Oona et Salinger, que moi j'ai particulièrement aimé. Je vais vous dire pourquoi, parce que je trouve vous avez trouvé, j'imagine quand on s'empare d'un sujet comme celui-ci, donc les amours donc de J.D. Salinger, entre autres auteur de L'Attrape-Cœur, qui est un livre que vous portez au nu, hein, d'autres livres de Salinger. Vous aviez déjà précédemment montré votre goût pour la littérature américaine. Vous mettez au panthéon de des auteurs que vous adorez un certain nombre d'écrivains américains. Comment est-ce qu'on fait pour s'emparer d'un sujet comme celui-ci, donc les amours de Oona O'Neill, fille du dramaturge Eugene O'Neill, et de Salinger. Donc, on est alors, faut peut-être parler de ce qui est vrai, de ce qui est faux, parce qu'il y a quand même un préambule intéressant dans votre livre qui est, on peut commencer par le début, hein, c'est logique. Ceci, finalement, pas peine de se compliquer, ceci n'est pas une fiction. Alors, on pense à Magritte, ceci n'est pas une pipe, évidemment. Et en fait, vous dites ceci est un livre de pure faction. Voilà. Qu'est-ce que... Le mot pipe fait souvent marrer les gens. C'est bête, hein, mais... Ah oui, mais bon. Magritte avait bien choisi. Si vous voulez, je peux le lire, cet avant-propos, allons-y, après tout. Parce que sinon, je vais le paraphraser, les mots seront moins bien choisis. Ceci n'est pas une fiction. Quand on demandait à Diana Vreeland si ses souvenirs les plus extravagants étaient factuels ou fictifs, elle répondait « It's faction ». Ceci est un livre de pure faction. Tout y est rigoureusement exact, les personnages sont réels, les lieux existent ou ont existé, les faits sont authentiques et les dates, toutes vérifiables, dans les biographies ou les manuels d'histoire. Le reste est imaginaire et pour ce sacrilège, je prie les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de mes héros de pardonner mon intrusion. Aux États-Unis, une étiquette a été inventée par Truman Capote pour désigner ce genre de roman non-fiction novel. Interviewé par George Plimpton dans le New York Times du 16 janvier 1966, il définit son projet comme une forme narrative qui utilise toutes les techniques de l'art de la fiction, tout en restant on ne peut plus proche des faits. En français, on devrait traduire son expression par roman non fictionnel. Quelle horreur! Je préfère dire faction, car ce mot existe dans notre langue. Il insinue l'idée émoustillante, en temps de paix, que l'auteur de ce récit serait une sorte de soldat, effectuant un tour de garde, ou le chef d'une dangereuse sédition. Les personnages de ce livre ayant eu des vies très secrètes, la place du romancier en fut augmentée d'autant. Mais je tiens à proclamer solennellement ceci. Si cette histoire n'était pas vraie, je serais extrêmement déçu. Donc, donc on est effectivement la question du vrai et du faux que vous soulevez est à la fois un problème et en même temps il faut peut-être dépasser ce problème en acceptant que c'est un nouveau genre, c'est un genre avec des personnages réels, des faits historiques et en même temps un romancier qui dit ce qu'il veut et qui délire et qui invente tout ce qui est dans les interstices de la réalité. Salinger était l'écrivain le plus caché du XXe siècle. Oona a épousé Chaplin en 1943 et ensuite lui a fait des enfants, et 8 enfants. Par conséquent, j'ai choisi l'histoire la plus méconnue, la plus mystérieuse, la plus brève et peut-être la moins aboutie de toutes les histoires de people du XXe siècle. Et par conséquent, ça me laisse toute latitude pour inventer un roman d'amour librement, finalement. C'est ça le défi de ce projet. C'est peut-être complètement absurde, mais j'ai trouvé que c'était plus pratique pour moi de prendre une histoire que personne ne connaît et dont on ne sait quasiment rien, parce que comme ça je pouvais faire ce que je voulais. Une histoire de passion assez brève finalement entre donc Oona et J.D. Salinger finalement n'occupe que quelques lignes dans les biographies, on va dire officielles entre guillemets. Donc à partir de là, vous pouvez évidemment imaginer tout ce que vous voulez, quoi. En fait, quand j'ai enquêté sur lui, j'étais effaré de voir qu'il avait eu un chagrin d'amour avec une fille aussi belle. Je me suis dit, le pauvre, ça a dû vraiment l'inspirer. Et puis après, quand on suit et qu'on se documente un peu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnages secondaires très forts, comme Capote, qui était le meilleur ami d'Oona O'Neill, Hemingway, qui a rencontré Salinger à la Libération de Paris, et beaucoup d'événements. Évidemment, la Deuxième Guerre mondiale qui les a séparés.
le cinéma, Chaplin, toute cette histoire où Oona et lui ont été virés des États-Unis en 1953, la disparition complète de Salinger, enfin tout ça à l'arrière-plan devient véritablement un roman d'aventure, quoi, un roman très très spectaculaire. Donc c'est d'autant plus excitant qu'on ne sait pas grand-chose sur leur amourette de jeunesse, mais derrière, à l'arrière-plan, il y a tout un monde, toute une réalité. Alors c'est comme, je sais pas comment à quoi on peut comparer ça sans être prétentieux, mais si vous voulez, c'est toute proportion gardée. Autant on emporte le vent, c'est une histoire d'amour comme ça, un peu foireuse, avec des gens qui se quittent, qui se retrouvent. Et puis derrière, à l'arrière-plan, il y a toute la guerre de sécession. C'est un peu enfin disons, le même canevas, si on peut dire. Est-ce qu'on peut dire que l'origine du livre, c'est votre passion pour Salinger? Est-ce que c'est ça qui a déclenché cette idée de... Parce que vous parlez beaucoup de votre rapport à Salinger aussi, notamment dans le début du livre. Vous aviez à l'époque le projet, vous êtes parti, vous étiez aux États-Unis pour aller faire un reportage sur Salinger. Vous êtes avec Jean-Marie Perrier, qui vous accompagne, et vous vous dégonflez, entre guillemets, si je puis dire, le mot, le prenez pas mal, mais au dernier moment, vous avez une peur d'aller rencontrer cet écrivain qui est devenu secret, qui vit un peu comme un ermite dans bord d'un lac, dans la forêt. Est-ce que cette passion pour Salinger qui a vraiment conditionné l'écriture? Le projet d'aller voir Salinger, il y a plein de fans qui l'ont eu, il y avait des dizaines et des dizaines de journalistes qui ont essayé. À chaque fois, ils se faisaient pas recevoir, ils ne voyaient jamais Salinger, ils n'ouvraient même pas sa porte. Donc, en fait, c'était un projet absurde dès le départ de vouloir aller le débusquer chez lui. Et le documentaire de Jean-Marie Perrier, il est amusant parce que pendant tout le film, on me voit parler à des écrivains français d'abord, puis ensuite américains, et tous me déconseillent d'y aller, sans exception. Ils disent soit parce que c'est débile, soit c'est une idée à la con, soit de toute façon il y aura personne, etc. Donc au fur et à mesure, au début je suis la fleur au fusil, puis au fur et à mesure du film, je suis de plus en plus dépité et à la fin d'une totale lâcheté puisque j'y vais même pas. Mais c'était peut-être plus intéressant, je dirais, le voyage, le trajet était plus intéressant que le but, quoi. Souvent c'est comme ça dans les voyages, c'est le voyage en lui-même qui est intéressant. Et mais pour être franc avec vous, je suis content que cette rencontre n'ait pas eu lieu puisque ça m'a donné envie de continuer et finalement ce livre n'aurait pas existé sans cela. Et puis, je suis pas sûr que c'est un livre sur Salinger. Je pense que c'est vraiment, c'était plutôt Oona qui m'intéressait. Je suis un peu tombé amoureux d'une morte, quoi. J'avais envie de la connaître, de savoir ce que ça faisait d'être la fille d'un grand écrivain qui buvait du champagne et de la vodka à l'âge de 15 ans, livrée à elle-même dans New York parce que sa mère s'en occupait assez peu, que lui l'avait abandonnée. Donc, c'est cette fille, cette jolie débutante en 1940 au Stork Club, c'est ça qui vraiment m'a motivé. J'avais envie d'aller dans cette boîte depuis longtemps. Et je trouve que je suis assez triste que le livre soit sorti parce que je suis maintenant, elle ne m'appartient plus. Elle m'a quitté. Vous avez vraiment remarqué, vous faites découvrir aussi tout un pan justement de la littérature, de l'histoire. En même temps, tout ça, c'est satisfaisant. Et en plus, le Stork Club, c'est vrai que vous en parlez, c'est une boîte. En effet, on y rencontre Truman Capote. Alors, on y retrouve évidemment donc Oona notamment, et puis d'autres jolies filles, de petites filles riches, on va dire, hein, notamment Carole Marcus, Gloria Vanderbilt. Et là, on sent qu'il y a chez vous derrière tout un travail quand même, j'imagine, non seulement de repérage. Vous y êtes allé, j'imagine bien. Vous le dites, au Stork. Mais le Stork n'existe plus. Enfin, vous êtes en tout cas documenté dessus. Il y a un gros travail dans ce livre. On aura l'occasion d'y revenir aussi sur la description de la Seconde Guerre mondiale. On sent derrière l'historien aussi. Je pense qu'il y a chez vous aussi cette volonté de dénoncer aussi, de montrer les choses telles qu'elles sont, les combats, la sauvagerie des combats pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi un livre intéressant de ce point de vue-là. Oui, c'est-à-dire que je suis pas passionné par les romans historiques. Je m'intéresse d'ailleurs assez peu, je suis assez nul en histoire, je veux dire en dehors du 19e et du 20e siècle. J'ai beaucoup de mal même à m'intéresser à un livre qui parle de, je sais pas, c'est très difficile. Par exemple, là, il y a une fille, un écrivain chez Grasset qui a publié un livre sur Aliénor d'Aquitaine.
Et je trouve ça extraordinaire d'arriver à écrire un livre sur une époque comme ça, tellement lointaine. Et dans un roman français, j'ai commencé à m'intéresser à travers ma famille à la guerre, à la première et la deuxième guerre, et puis aux années 60 aussi. Peut-être que là, j'ai voulu remonter encore un peu plus loin en arrière, mais finalement, je suis assez... Oui, je sais pas comment dire. L'avantage avec le roman, c'est la subjectivité, c'est-à-dire qu'on suit, au lieu d'avoir des grandes statistiques sur la guerre qui sont très vagues et qui finalement ne signifient rien, s'attacher à suivre une personne qui va partir de New York, boîte de nuit à New York, jolie fille, robe du soir et tout d'un coup se retrouver sur une plage de Normandie, sous une grêle de balles, de sang, de merde, tout ça. C'est ça enfin, je sais pas comment expliquer. C'est une curiosité peut-être malsaine de ma part, c'est d'avoir envie de me mettre à la place de ces gens-là et d'essayer de voir comment des gens de 20 ans qui faisaient la fête, tout d'un coup se sont retrouvés confrontés aux pires horreurs. Et je crois que c'est la grande différence entre l'histoire, avec un grand H, et le roman, quoi. Le roman permet d'humaniser, à travers la subjectivité, d'humaniser des événements qui nous écrasent. Et c'était le cas déjà pour Windows on the World, c'était finalement exactement le même projet, se mettre à la place non pas d'une statistique, 3000 morts qui veulent rien dire, mais d'une seule personne qui petit déjeune, qui commande des pancakes dans un restaurant, puis voilà, et puis ensuite arrive ce qui arrive. Réponse quand même étrange. Mais c'est tout à fait... C'est compliqué de parler de ce qu'on vient de faire. Vous savez, Salinger, donc qui a toute sa vie refusé de faire ce genre de rencontre, il disait je suis incapable d'expliquer ce que je viens d'écrire. Cette phrase-là, évidemment, c'est pas mal, ça coupe court à toute conversation, on va s'en aller, on va aller boire un coup. C'était pas... Non, il avait trouvé un truc bien, de dire je suis incapable d'expliquer ce que je viens d'écrire. Et alors Proust dit demander à un écrivain de parler de son livre, c'est comme demander à une noix de parler de son foie gras. J'aime bien aussi, c'est une autre vision de la chose. Et il y a une autre phrase qui est pas mal de Gide, c'est la première phrase de Palude. Il dit, avant d'expliquer mon livre, j'attends que d'autres me l'expliquent. Ça, je trouve aussi pas mal, c'est-à-dire que c'est vous qui allez parler. Je suis pas sûr que le public soit satisfait. Hein. On pourrait l'entendre, mais je crois pas. Mais tous ces gens avaient compris et tournaient autour de cette question du fait que finalement la dernière personne à savoir parler d'un livre, c'est son auteur, évidemment. Donc moi je peux vous dire, oui, j'ai voulu me mettre dans la peau d'un type et tout ça, mais au fond, c'est vrai, peut-être que c'est les lecteurs qui parlent le mieux d'un livre, et tous différemment, probablement, parce qu'ils ne lisent pas tous le même livre. Et je sais pas, j'essaie de me défiler, mais allons-y, continuons. C'était juste pour tourner autour de cette... Non, c'était juste en fait pour prévenir les déceptions de l'audience, du public. C'est pas évident d'expliquer ce qu'il y a dans ce livre. Je crois qu'il y a plein de choses très personnelles, et j'ai essayé de me planquer derrière des personnages réels pour dire des choses très intimes. C'est ça, en fait. C'est aussi un livre d'amour, enfin, je veux dire, c'est une ode d'amour à la littérature, essentiellement, aussi, parce que non seulement il y a Salinger, mais on va rencontrer Hemingway, on en a énormément d'écrivains qui vont comme ça passer à travers le roman. Donc, vous parlez de vous aussi, hein, vous avez raison, vous ne cachez pas tant que ça, même on vous découvre. Et ça, je trouve très réussi, c'est ce mélange, justement, de vous intégrer de façon très légère, comme ça, au passage, des notations. On change de style, on est au passé, vous recherchez un peu une écriture qui correspondrait à l'écriture de l'époque, et en même temps, boum, on est dans le contemporain le plus immédiat, au détour d'une phrase. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Donc là, est-ce que vous avez travaillé ce rapport justement au temps qui est intéressant C'est-à-dire que oui, ça c'est vrai que je voulais absolument, c'est pas pour le plaisir d'être présent dans le livre, mais c'est parce que je voulais rapprocher les années 40 des années 2010, essayer de faire un pont entre ces deux époques et de montrer qu'elles sont finalement assez similaires, il n'y a pas tellement de différences. Et l'idée peut-être qu'on vit en ce moment une avant-guerre. Les gens qui dansaient au Store Club ne savaient pas ce qui les attendait, ils pensaient pas que ça allait leur tomber dessus comme ça. Et ça c'est un des sujets du livre, mais
mais l'idée aussi de commenter en vue du présent, de regarder le passé autrement. C'est-à-dire qu'on regarde pas le passé de la même manière. Et on a je suis un peu éberlué par tout ce que j'ai découvert en fait en enquêtant sur la Deuxième Guerre mondiale, et beaucoup de choses qu'on n'apprend pas, que je ne connaissais pas. Donc c'est le regard halluciné d'un contemporain sur ce qui s'est passé il y a 70 ans, avec le maximum de légèreté quand même, parce que j'ai pas envie de plomber complètement les gens, mais c'est quelque chose aussi que j'ai vu j'ai lu ça chez Echnoz par exemple, ou chez Carrère, qui font qui ont cette manière de raconter une histoire, mais sans être complètement absent. C'est ce que j'appelais la subjectivité. C'est à la fois se mettre à la place de quelqu'un qui est un personnage qui vit à cette époque, puis aussi tout simplement subjectivement, moi, Frédéric, je me mets dans le livre. Et c'est mon regard un peu, halluciné. Oui. Cette idée de vous mettre dans le livre, vous l'avez eu dès le début, ou est-ce que vous saviez dans quelle proportion vous y seriez présent, ou ça s'est un peu élaboré comme ça? Tiens, j'ai pas collé comme ça. Oui, non, c'est-à-dire que oui. Puis d'ailleurs, il y a des gens à qui ça ne plaît pas d'ailleurs, qui considèrent que le livre aurait pu très bien commencer avec Ouna au Stork Club et puis s'arrêter à la fin avec ce qui leur arrive. Mais je crois que c'est pour prendre le lecteur par la main un peu et lui dire voilà, bonjour, c'est moi. Pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que je suis allé aux États-Unis en 2007 et puis j'ai vu cette photo et hop, et on est plongé comme ça. Je sais pas très bien. C'est comme dans les films. Il y a des films comme ça où on voit des gens contemporains puis tout d'un coup il y a un flashback, quoi. C'est peut-être une manière de dédramatiser les choses, de les rendre plus simples, plus fluides, et puis peut-être plus touchantes, puisque l'auteur prend des risques, enfin il s'implique personnellement, quitte à être ridicule même, comme au moment où je drague ma fiancée sur Céline Dion. C'est pathétique, mais du coup il y a un côté... C'est aussi une manière de montrer que c'est pas si loin, tout ça n'est pas si loin, ces gens n'étaient pas différents de nous. Moi, j'ai souvent cru, enfin peut-être bêtement, que le passé, c'était quelque chose en noir et blanc, alors que non, il y avait de la couleur en fait. C'est-à-dire de rendre les choses plus présentes, plus actuelles, par le truchement du moi. Et j'ai remarqué qu'en ce moment, beaucoup de critiques littéraires attaquent l'autobiographie comme quelque chose de nombriliste, de narcissique. Il faut arrêter avec cette inculture et cet analphabétisme des critiques. Pourquoi ils sont si nuls? Est-ce qu'ils ont à être aussi incultes? C'est effarant. Non mais c'est vrai. J'ai remarqué qu'on attaquait beaucoup le royaume de Carrère là-dessus. Moi un peu là-dessus. Oui, il parle trop de lui. Et c'est complètement con. Enfin, si on supprime tous les livres où l'auteur parle de lui, on enlève les 2/3 de la littérature qu'on aime. On enlève Proust, Chateaubriand, Montaigne, Rousseau. Je prétends pas du tout faire la même chose, mais je veux dire, arrêtons d'être incultes, quoi. Quelqu'un qui parle de lui, c'est évidemment pour parler aux humains d'eux. C'est pour parler d'eux. C'est Hugo qui dit insensé, qui croit que je ne suis pas toi. Bien sûr que je suis toi. C'est sympa de se dire ça. Attention. C'est un peu bizarre. Donc je suis... C'est un peu bizarre. Non mais je veux dire, oui, enfin bon, bref. Non mais c'est pas pour m'énerver ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a... de temps en temps, quand on lit certains papiers, même quand ils sont favorables, on se dit parfois il y a des gens, c'est assez, on est effaré, parfois on est un peu effaré par le. Vous êtes aussi critique. Oui, bien sûr, mais et moi oui, mais je crois pas que j'emploie des arguments aussi cons. Vous échappez là. Non mais. Évidemment que c'est passionnant les gens qui disent je. Quelquefois, c'est vrai que si c'est pour dire je me réveille, je vais faire caca, tout ça. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. C'est vrai que pour ça c'est problématique un peu, mais en dehors de ça, j'ai jamais critiqué un livre parce qu'il était à la première personne du singulier. Franchement, élevons le niveau.
Et d'autant plus que ce livre, en plus, joue vraiment sur plusieurs registres, parce qu'il y a aussi une correspondance qui est à l'intérieur. On peut parler des lettres, justement, aussi, puisque vous avez essayé de retrouver les lettres, quelques lettres qui ont été écrites, mais vous n'avez pas réussi. Enfin, il y a évidemment une fin de non-recevoir opposée par, j'imagine, les descendants. Et donc, vous les imaginez, en fait, ces lettres envoyées, donc, de Salinger à Oona, alors qu'il est au front, ils sont deux mondes complètement éloignés. Elle est restée, entre-temps, elle a connu Charlie Chaplin, ils vont se marier, bon. Et donc, il lui envoie des lettres, il est toujours amoureux, enfin transi, on peut le dire, et elle-même aussi, maman, lui répond également, une dernière lettre qu'elle lui envoie. Bon, tout ça, j'imagine que pour un romancier, c'est beau, enfin, c'est une façon de... Oui, c'est un peu effrayant, en réalité, je voulais pas trop écrire du Salinger, donc c'est vrai que c'était, quand on aime beaucoup cet auteur, on n'a pas du tout envie de le pasticher. Mais j'ai été un peu coincé, j'étais un peu obligé quand j'ai su qu'il lui écrivait tout le temps. Je pensais que c'était quand même, c'était bien pratique dans un roman. C'est assez joli d'avoir enfin j'aime bien les romans épistolaires. Et donc j'ai fini par m'y résoudre en me rassurant et en me disant je n'écris pas du Salinger, j'écris le personnage, c'est le personnage de roman qui s'exprime, c'est pas l'écrivain. Voilà. Et donc j'ai dit allons-y, de toute façon j'avais déjà commencé à les faire dialoguer, donc j'ai fait parler Chaplin, Hemingway, Capote, ils discutent entre eux, enfin tout ça est complètement, alors au point où on en est, allons-y, il va écrire des lettres, de toute façon foutu pour foutu, il faut pas avoir peur d'être ridicule quand on écrit un roman, de toute façon il faut pas du tout réfléchir, il faut être assez bête pour écrire un livre, je crois. Pas un livre, mais un roman, oui. Un roman, oui, je crois, oui. Oui, parce qu'il faut accepter de se laisser un peu, se laisser faire par cette histoire. Et je crois que les romanciers intelligents, qui réfléchissent beaucoup, finalement n'arrivent pas à nous emporter avec eux, je crois. Souvent, c'est un problème. L'intelligence est un problème pour un romancier. Il faut être un peu, ouais. Disons, faut pas tout analyser trop. Faut se laisser aller. Exactement, faut se laisser aller. Oui, exactement. Ouais. Et donc les lettres, en effet, très réussi. Les rencontres, alors, tout est rigoureusement. La rencontre, par exemple, on peut citer des passages. Il y a une très belle rencontre de Hemingway, si je me rappelle bien, au Ritz, je crois, avec Salinger. Ça, c'est complètement. Ils se sont réellement rencontrés. Vous inventez des choses, là, vous. Non, alors attention, donc, comme je vous l'ai dit, tout est. C'est comme dans le livre de Trier-Weller, tout est vrai. C'est-à-dire que non, mais c'est ça qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de choses assez incroyables. Effectivement, il y a cette rencontre le jour de la libération de Paris entre Salinger et Hemingway. Il prend une Jeep, il va au bar du Ritz. Là, il tombe sur son idole. On sait qu'ils ont passé du temps ensemble ce soir-là, et puis aussi en Allemagne après. Et donc, je rêvais de savoir, et on aimerait savoir ce qu'ils se sont dit, quoi. Donc, ça pourrait même donner d'ailleurs un sujet de pièce de théâtre. On pourrait très bien imaginer une pièce de théâtre au bar du Ritz avec Hemingway et Salinger qui discutent. C'est un peu la mode, ce genre de pièce à deux personnages célèbres. Donc, on va laisser Eric Emmanuel Schmitt écrire ça, mais... non, mais c'est vrai que ça pourrait être... Et donc, moi, j'ai fait quelques pages, mais un autre truc dingue, c'est quand Oona retourne aux États-Unis alors que Chaplin est banni, vraiment banni des États-Unis, n'a plus le droit d'y revenir. Et elle y retourne discrètement parce que comme elle est américaine, elle a le droit, et elle va chercher l'argent. Et elle coud, dans son manteau en vison, elle coud des millions de dollars qu'elle ramène comme ça en Suisse. Enfin, tout ça est vrai. Alors, ce qui est faux dans le livre, ce sont les dialogues, ce sont les lettres, mais tout le reste, les événements qui sont racontés dans le livre sont vrais, si vous voulez. Donc c'est là où je vous dis, c'est très amusant comme romancier d'inventer la réalité. C'est ça qui est marrant. Très beau passage, la rencontre aussi de Chaplin avec Oona, c'est un magnifique passage. Oui, alors ça, il l'a raconté lui un peu. Oui. Dans ses mémoires, il y a 10 lignes. En gros, il s'attendait à ce qu'elle soit très chiante parce que il aimait pas trop les livres, enfin les pièces de théâtre de son père. Donc, de vous parler, voilà, vous expliquez bien qui il est, parce qu'on ne connaît pas forcément très bien ici en France. C'est un des
précurseur de Tennessee Williams, si vous voulez. C'est-à-dire toutes ces pièces où les gens crient, où sont très malheureux. C'est très beau, hein, mais c'est souvent des histoires de prostituées, de marins alcooliques, des trucs assez... C'est un peu comme les pièces de théâtre des écrivains nordiques, si vous voulez. Voilà. Et donc, Chaplin, sachant que c'était sa fille, s'est dit, bon, ça va être une fille un peu angoissée, qui fait la gueule et tout, et pas du tout. En fait, il a eu un coup de foudre quand il l'a rencontrée chez l'agent d'Una. Et, bon, ben là encore, on ne sait rien de la conversation, alors c'est très tentant d'imaginer une conversation. Donc moi, je suis parti de la moustache d'Hitler. Parce que Chaplin et Hitler ont la même moustache, vous savez. Donc je me suis dit que peut-être Una pouvait lui demander s'il avait copié ou si Hitler avait copié sa moustache. Lequel des deux avait commencé? En fait, c'est Chaplin. Historiquement, Chaplin, il a sa moustache carrée avant Hitler, puisqu'Hitler, c'est juste après la Première Guerre. Avant, Hitler, il a une moustache un peu plus large, quoi. Donc, à mon avis, Hitler a copié la moustache de Charlot pour se rendre populaire. Et c'est vrai. Et ça a bien marché, d'ailleurs. Il est devenu très populaire. Il a coupé la moustache comme ça. Et Chaplin, dans un interview, a dit que la moustache carrée, il l'avait choisie parce que ça lui donnait un air con. Et donc, Hitler a probablement pas lu cette interview. Il a raté. Il y a assez peu de gens qui ont eu cette moustache. Enfin, il y en a beaucoup parmi les dignitaires nazis par faillotage. Oui. Mais sinon, il y a juste un peintre célèbre japonais, dont le nom m'échappe, qui a cette moustache. Le livre lui-même aussi fait des références. Je marque une pause. Le livre lui-même fait aussi des références. Il y a un passage clé que j'ai beaucoup aimé, c'est l'essai cinématographique que fait Una. Je ne me rappelle plus de l'année exactement. Elle est devant la caméra et elle fait un essai. Elle veut devenir. C'est un passage assez central dans le livre parce que justement là on voit et vous faites donner la référence. Vous dites qu'on peut, je crois. Oui, c'est vrai. Si vous allez sur YouTube, oui. tapez Una O'Neill. Casting, et vous tombez sur cette image qui est la seule image d'Una en mouvement, où elle a été filmée, où elle parle. Et on voit là que c'était une star. Ça aurait vraiment pu devenir une star au même titre que Paulette Goddard, qui était la femme précédente de Chaplin, ou Gene Tierney, ou Audrey Hepburn, ce niveau-là. C'était une étoile, et elle s'est sacrifiée, sacrifiée non, parce qu'elle était très amoureuse et très heureuse d'être mère de famille, mais elle a jamais fait de cinéma. Tout ce qu'on a, c'est ses essais. Donc, c'est assez beau. Je pense que ça arrangeait bien Charlie Chaplin que sa femme ne soit pas actrice. Il a épousé auparavant 3 actrices et 3 divorces, donc il a dû se dire, j'arrête les actrices. Trop compliqué. Est-ce que vous voulez lire ce passage ou est-ce que je ne sais pas, parce que je trouve qu'il est assez éclairant, justement, vous venez de le dire, hein, qu'elle aurait pu en effet être une star à l'égal de, vous citez les actrices. Je trouve ça résume bien son charisme, sa beauté, à l'écran, son personnage. Alors, à partir de vous voulez, vous d'accord, pouvez okay. Choisir. Vous pouvez donner vie à Una O'Neill en cliquant sur Play. Quel style! Una est alors âgée de 17 ans et vient de débarquer à Hollywood. Nous sommes en 1942. Le trésor que vous allez voir est le premier et dernier essai d'Una O'Neill comme comédienne. Il s'agit d'un casting filmé par Eugene Frank pour The Girl from Leningrad, projet pour lequel Greta Garbo avait donné son accord. Una était censée interpréter Tamara, une jeune russe, d'où ce foulard dans les cheveux qui lui donne l'air d'une princesse déguisée en paysanne caucasienne. Je vous ordonne d'admirer ce document et je vous en parle après. Bon, ben, on l'a pas là, hein, désolé. Ça y est, vous avez découvert Una à 17 ans, avouez qu'elle mange l'écran. La caméra est amoureuse de ses traits, enfantins. Le réalisateur en bafouille. Il s'adresse à elle comme s'il parlait à une orpheline, trouvée au bord de la Volga.
Il lui demande de tourner la tête pour voir ses deux profils. Elle rit d'un rire embarrassé, timide, mutin et craquant. Elle a une fragilité qui aspire le regard, malgré ce fichu absurde qui cache sa crinière brune de femme fatale. Regardez ses sourcils, posés comme deux apostrophes sur son regard pétillant. Écoutez sa voix cristalline quand elle demande avec la politesse d'une reine « Shall I turn over here ?» Imitation ratée. Soudain, l'équipe qui se permet de lui donner des ordres semble une bande de grossiers malotrus. Ils sont tous conscients de l'honneur qu'ils ont de respirer dans le même studio que cet ange, radieux et réservé. Quand elle regarde un bref instant l'objectif, des milliers de sentiments voyagent instantanément vers la pellicule. Una sait que la situation est désagréable. Elle a peur de mal faire. Elle pense qu'elle est pathétique, voudrait être ailleurs. Elle se sent gênée, maladroite. Et en même temps s'en amuse. Son inconfort devient espièglerie, charme, pureté et éclat. Après tout, ce moment est pénible, mais pas si grave. Ça parle un peu de moi aussi, hein, vous voyez. Il faut m'imaginer en robe du soir, avec un collier de perles. En une fraction de seconde, elle fait passer 20 émotions contradictoires dans l'œil de la caméra. Vulnérabilité, élégance, trouille, modestie, politesse, lassitude, timidité, douceur, gentillesse, confiance, désespoir, solitude, etc. Son visage est très mobile, trop nerveux peut-être, elle n'arrive pas à deviner quelle expression ces crétins attendent d'elle. Elle a l'air en permanence de s'excuser d'être là, tout en acceptant les compliments avec embarras. Quand elle fait mine de protester, s'écrie « I don't know what to say » avec la courtoisie des petites filles de bonne famille prises en faute par leur gouvernante. On comprend la souffrance de tous les hommes qui l'ont croisée à cette époque. On doit s'en occuper, sinon la vie ne sert à rien. Et quand elle lève les yeux au ciel, à la fin de cette vidéo miraculeuse, elle est inouïe, il n'y a pas d'autre mot. Elle est divine. Elle lève les yeux pour regarder le ciel, d'où elle est tombée, qui est aussi l'endroit où elle réside aujourd'hui. Merci. On sent bien quand même que vous en êtes vraiment amoureux. Bon, il y a quelque chose qui... Vous dites, ça vous ressemble, mais vous dites à un moment que vous êtes timide, vous hésitez, vous n'arrivez pas à conclure ce reportage que vous allez voir. Vous dites à un moment, mes deux tendances chez moi, c'est la timidité, je crois, et je sais plus, un autre mot. La politesse et la timidité. Oui, c'est à cause de ma mère. C'est à cause de votre mère. Bon, ça, je ne savais pas. Et c'est un problème, la bonne éducation. Je plaisante pas, c'est un vrai problème. Jean-Denis Bretin, de l'Académie française, avait écrit un livre qui s'appelait « Trop bien élevé ». Il expliquait ça très bien. C'était un petit essai sur son enfance. Quand on est dans certains milieux élevés, on vous apprend tout ce qu'il faut bien faire et tout. Et en fait, finalement, on n'ose plus rien faire. On est un peu toujours effacé parce que c'est mal élevé de s'imposer. C'est mal élevé de se mettre en avant, quoi. Et je pense que ça, ma mère en a souffert et elle a reproduit ça sur mon frère et moi. Mais bon, tant mieux, c'est bien d'être bien élevé, hein, mais ça a des inconvénients. Enfin bon, je sais pas pourquoi je parle de ça. Non, parce qu'on parlait de la politesse. Oui, c'est ça, la politesse, oui, voilà. Oui. La politesse, timidité. Par exemple, quand j'anime des émissions de télé, souvent, dans l'oreillette, mon producteur, il me dit « coupe-le, interromps, arrête-le, on se fait chier, coupe. Hein. » Et je fais jamais ça, je peux jamais, j'enlève l'oreillette plutôt que d'interrompre la personne qui parle. Donc être bien élevé, par exemple, c'est nul pour animer une émission de télé. Il faut être mal élevé. Ça ne vous empêche pas d'animer. Oui, mais quelquefois, il y a des gens qui se mettent à parler pendant très longtemps dans le cercle, et je les laisse parler, et ils finissent leur phrase. Alors, ça doit être la seule émission comme ça, à la télévision française, où les gens finissent leur phrase. C'est le contraire de Fogiel, si vous voulez. Fogiel, il pose une question, puis le type commence à répondre, et hop, il pose une deuxième question. Donc il a juste dit une phrase, même pas un mot. Non, enfin j'exagère, d'ailleurs Fogiel n'est plus à la télé, c'est pas gentil c'est pas gentil de dire du mal des personnes qui sont au chômage.
Enfin bon, non, mais donc, pourquoi je vous disais tout ça? Parce que je parlais de la politesse et de la timidité, on est parti là-dessus parce que vous disiez... Ah oui, vous à propos d'Oona. Voilà, Oona, vous étiez, oui. Non, non, mais vous étiez Oona, amoureux d'Oona, je vous disais. Oui, mais c'est vrai que la littérature sert à... Elle peut aider à rendre immortelles certaines personnes. Ça, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est un pouvoir qu'on peut avoir ou de ressusciter quelqu'un. Je parle pas seulement d'Oona, mais par exemple David Fuenquinos, quand il écrit son livre sur Charlotte Salomon, il donne une nouvelle vie à cette femme dont j'ignorais l'œuvre, j'ai découvert ses tableaux, tout ça. À l'occasion d'un livre, on peut comme ça, on peut redonner vie et même rendre éternelles certaines personnes. Ça, je trouve que c'est finalement un pouvoir immense, quoi. Ça, si on peut éterniser des moments, je trouve que c'est quelque chose que j'ignorais parce qu'auparavant dans mes livres je faisais pas tellement ça. J'essayais peut-être de saisir des moments de plaisir, des moments de grâce ou des moments rigolos ou émouvants, mais pas prendre quelqu'un et le rendre immortel ou le refaire vivre, le ressusciter en fait. On se prend pour Dieu un peu, quoi. C'est fou ça. Bonjour, je m'appelle Dieu. En toute humilité. Appelez-moi juste quand vous parlerez de moi, si vous pouviez dire juste Dieu. Tout simplement. Ouais, voilà. Oui. Bonjour. Non, mais... ou sa sainteté. Enfin, vous parlez de moments... Votre grandeur, pardon. Je vais pas faire comme Fogiel, je vous laisse finir vos phrases. Oui. Ah bah, Qu'est-ce que je n'ai pas sorti de l'auberge. Vous voyez comme quoi Non, vous parlez de moments de plaisir, de moments, il y en a dans ce livre aussi, parce que là, on a l'impression qu'on dresse un portrait du roman, on est un peu quand même dans une atmosphère un peu, voilà, triste, mais c'est pas du tout ça, c'est aussi la rencontre entre deux, entre Oona, Salinger, il y a des passages très romantiques aussi dans le livre, donc il y a des moments vraiment de plaisir, ils sont ensemble, ils sont joyeux, les moments aussi au Stork, bon, c'est pas toujours joyeux, mais il y a l'humour, l'ironie de Truman Capote aussi qui est là, bon, il y a tout ça dans le livre, il faut aussi, pour le public qui n'a peut-être pas encore lu, dire aussi, voilà, qu'il y a des moments de bonheur et de plaisir. Ah oui, c'est vrai, j'espère. De toute façon, c'est comme ça. Et puis les gens ont énormément fait la fête avant, pendant et après la guerre. Hein. C'était pas du tout. Oui. La libération de Paris, par exemple, c'est une grosse partouze. Hein. C'est vrai, les gens faisaient l'amour partout. Les Parisiennes s'offraient, se donnaient aux Américains. Et les Américains en ont bien profité. Et ils ont eu raison. Et oui, la libération de Paris, c'était vrai. On aurait aimé vivre ça. C'est vrai que j'aurais bien aimé connaître ça. Le romancier James Salter, que j'ai eu la chance d'interviewer pour le Fig Mag, il disait ça. Il n'était pas là, hein, il n'a pas vécu la libération de Paris, mais il a exactement le même âge qu'Oona. Il a connu d'ailleurs Oona, il l'a croisé une fois dans un bus à New York, mais on s'éloigne du sujet. Il disait il avait un copain qui avait fait le débarquement et que son copain disait non mais là vraiment la libération de Paris, ça c'était vraiment très sympathique. C'était un peu comme je sais pas, une soirée à Toulouse, un vendredi soir normal à Toulouse. Quoi. On parle. Non, mais pour revenir au moment de plaisir, justement, de rencontre, de bonheur, ils sont aussi nombreux dans le livre. Vous les imaginez aussi entre ces rencontres au Stork, ces rencontres entre deux, quand dans des promenades romantiques, à un moment donné, je crois qu'il y a une scène où ils se promènent, là, ils sont sur la promenade de Point Pleasant. Point Pleasant, le nom déjà Point Pleasant, oui, en plus. Oui, bon. Dans le New Jersey. Et alors c'est marrant parce que là justement, je savais qu'ils s'étaient vus là, donc je savais pas grand-chose sur cette histoire, mais là c'est sûr ils se sont vus là. Et alors du coup, je les ai imaginés en train de marcher sur ce boardwalk là. Donc je me suis tapé la série Boardwalk Empire pour imaginer un peu le décor. En français, le décor, c'est un mot masculin. Et donc,
c'est pour reconstituer ce que c'était que cette plage à cette époque-là. J'ai vu la série Boardwalk Empire. Vous voyez, la documentation de ce livre a été vraiment très 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 sérieuse, quoi. Donc il marche sur les planches et c'est à ce moment-là qu'on entend une mouette qui aboie. Parce que je ne connais pas exactement le verbe qui correspond à la mouette. Et donc, puis je me suis dit, après tout, ça fait à peu près le même bruit qu'un aboiement, une mouette. Enfin, oui, après tout, voilà. C'est la liberté de l'artiste. Hein. Donc, il y a des mouettes qui aboient à ce moment-là. Vous verrez dans le livre. Comme des chiens volants, un peu. C'est de la poésie. C'est de la poésie. Oui, le romancier peut se lâcher. Donc voilà, licence poétique. C'est la liberté c'est la folie de l'art, comme dit Henry James. On n'a pas parlé de Fitzgerald aussi, il me semble pas. On a parlé d'Hemingway, mais Fitzgerald est aussi un auteur. C'était l'écrivain préféré d'Una et voilà, de c'est pour ça que j'en parle, parce que justement, dans cette galerie de portraits d'écrivains, parce que Dieu sait s'il y en a, et en plus, vous ne vous contentez pas simplement de les effleurer, de les citer, et pour le coup, il y a aussi une analyse, sans tomber bien sûr dans le côté pensum, évidemment, mais l'analyse de la qualité littéraire de chacun, et notamment Salinger, et là, vous essayez d'étudier un peu ce qu'il a apporté à la littérature. Et c'est vrai que Fitzgerald est aussi très très marquant, il marque beaucoup le livre. Scott Fitzgerald est l'écrivain préféré de Salinger, et ça il l'a souvent dit. Et Una était complètement fan de Gatsby, des nouvelles de Fitzgerald. Donc c'est un truc qui les a probablement rapprochés. Je pense qu'ils ont dû en parler, et donc là dans mon livre ils en parlent. Et oui, ce désespoir élégant, quoi, et la féerie de la nuit, l'angoisse des mondanités aussi, les personnages un peu fêlés, mais en même temps en smoking, toujours en tenue de soirée, et fragile, et tout ça, c'est lui qui l'a inventé, et c'est vrai que Salinger a dû retenir la leçon, parce qu'il y a beaucoup dans les nouvelles, notamment les nouvelles inédites que j'ai retrouvées sur un site hongrois. Il y a 21 nouvelles inédites de Salinger qu'on ne peut pas lire, parce que la famille refuse la réédition de ces nouvelles. Et ces nouvelles, il les a écrites dans les magazines dans les années 40, entre 1940 et 48. Et là, on sent vraiment une influence très très nette de Fitzgerald. C'est souvent des jeunes gens de la jeunesse dorée. Il y a des scènes au Stork Club. Il y a beaucoup de dialogues un peu futiles. Et en même temps, c'est en 1940, 41, 42, 43, donc il y a la guerre derrière qui approche. Et c'est exactement l'ambiance de mon livre, en fait. J'ai voulu un peu aussi faire un hommage à Fitzgerald et à Salinger dans ce livre. On peut réellement parler de filiation, là, pour le coup, entre Fitzgerald et Salinger, il y a quand même je crois, vraiment une transmission d'un... Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, parce qu'on résume souvent Salinger à l'attrape-cœur en disant que c'est en gros un roman d'adolescence. Et aujourd'hui, avec de plus en plus de mépris, parce qu'aujourd'hui, voilà, Salinger, c'est un peu bébé. D'aimer Salinger, c'est un peu puéril. Et pas du tout. D'abord, Salinger, c'est pas que l'attrape-cœur. Pour moi, c'est plus intéressant les nouvelles de Salinger que ce roman. J'aime beaucoup l'attrape-cœur, vraiment, mais pour moi, les nouvelles, Franny and Zoe, Pour Esmé, avec amour et abjection. À un moment, ce livre a failli s'appeler Pour Una, avec amour et abjection. Cette nouvelle-là est absolument, mais c'est un des sommets de l'écriture de toute l'histoire. Enfin, c'est une des plus belles nouvelles que je connaisse. Et Fitzgerald, c'est pareil. Fitzgerald, c'est pas que Tendre et la nuit et les romans. Pour moi, il est presque supérieur dans les nouvelles. Ce sont des auteurs qui sont meilleurs dans la brièveté, dans la concision, dans l'ellipse, dans le laconisme. Ils résument des choses très compliquées en très peu de mots simples. Et ça, c'est le sommet. Pour moi, c'est ça que j'admire le plus dans toute littérature. C'est-à-dire que pour moi, Tchekhov, c'est plus fort que Tolstoï. On n'est pas obligé d'être d'accord. Hein. Je préfère Tourgueniev à Dostoïevski. Je préfère Fitzgerald dans ses nouvelles,
au roman de Hemingway. La forme brève. Bien sûr, je trouve que c'est d'abord, peut-être pour justifier ma paresse, j'ai un peu de mal avec... j'ai plus de mal avec Guerre et Paix, vous voyez, c'est parce qu'il y a plus de pages. Mais c'est vrai, il faut le reconnaître. Et les nouvelles réussies, quand c'est bien fait, comme chez Salinger, Un jour rêvé pour le poisson banane, un type sur une plage discute avec une enfant. Est-ce un dangereux pédophile? On ne sait pas. On a un peu peur. Il parle bizarrement à la fille. Ils vont se baigner. Et puis, il remonte dans sa chambre et il se tire une balle dans la tête. Vraiment une nouvelle très très étrange, très très comme ça. Et on ne sait pas pourquoi ce type se tire une balle dans la tête. Et puis il faut relire la nouvelle et on comprend qu'en fait c'est un vétéran, il vient de la guerre, c'est probablement autobiographique. C'est un soldat qui est devenu un peu fou. Il y a plein de petites choses minuscules dans ce texte-là. On pourrait écrire 800 pages rien que sur ces quelques lignes. D'ailleurs, beaucoup l'ont fait et ne s'en sont pas privés d'essayer de comprendre cette nouvelle, son mystère. Elle est tellement suspendue, cette nouvelle. Et juste un exemple, c'est en exergue des nouvelles de Salinger, il y a une phrase, un proverbe zen, qui dit « On connaît le bruit de 2 mains qui applaudissent, mais quel est le bruit d'une seule main qui applaudit ?» Donc, alors, c'est la question posée par Salinger au début de ce livre. Et après, donc, il y a dans la nouvelle Un jour rêvé pour le poisson banane, il y a un moment, la femme du soldat qui va se suicider sèche son vernis à ongles. Elle vient de se vernir les ongles, hein, et elle sèche son vernis à ongles en agitant la main comme ça. C'est ça le bruit d'une seule main qui applaudit. Donc vous voyez que tout est extrêmement réfléchi, chaque geste dans la nouvelle est réfléchi et répond à des trucs très très très... Enfin bon voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est la densité, c'est ça qui est fort. Je trouve que c'est plus intéressant la densité finalement que de s'étaler pendant des pages et des pages de description. Vous-même, à titre personnel, avez écrit un recueil de nouvelles, Frédéric Becbédé, oui, j'ai Nouvelles sous extasie. C'est le seul, je crois, recueil de nouvelles. C'est vrai, c'est dommage. J'aimerais beaucoup y remettre. Visiblement, vous en parlez. C'est beaucoup plus difficile d'écrire des nouvelles que d'écrire des romans. C'est pour ça que j'ai fait très peu de nouvelles, mais j'aimerais, vous avez raison, c'est un tort. Il faudrait que je me remette au travail. J'ai lu. Pas dit ça, hein. Non, mais j'ai lu récemment. Écoutez, je crois qu'un des meilleurs livres de l'année, en langue française, c'est un livre de Sylvain Tesson, qui s'appelle « S'abandonner à vivre ». C'est un recueil de nouvelles publié au début de cette année chez Gallimard, et qui est extraordinaire. Et la nouvelle, quand c'est bien fait, c'est bien supérieur au roman. Et j'espère que Sylvain Tesson va arrêter d'escalader les immeubles et se remettre à écrire des textes aussi beaux. Ça va mieux, parce qu'il est tombé il est en escaladant. C'était avec Jean-Christophe Ruffin, je crois qu'ils étaient dans le... Surtout, ce qui est très étonnant, c'est que il avait publié ce livre qui s'appelle « S'abandonner à vivre » et juste après, il a failli faire l'inverse. Avant qu'on passe la parole au public, il y a un dernier point que je voulais aborder, c'est un thème quand même qui est important dans le livre, qui est finalement l'abandon du père, parce que Eugène O'Neill, finalement, il a abandonné sa fille, Ouna, et c'est que ce thème de l'abandon, finalement, il traverse un peu ce livre. Et c'est vrai que c'est aussi un livre, c'est pas un thème qui apparaît comme ça en premier, mais si on creuse un peu, on voit quand même que c'est peut-être ce sujet-là qui sous-tend également le roman. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça me préoccupe beaucoup, les filles d'écrivains, parce que j'ai une fille. Et elle a l'âge que Ouna avait quand... ma fille a 15 ans, et c'est l'âge d'Ouna quand elle va au Stork Club tous les soirs se saouler avec ses copines. D'ailleurs, je me méfie parce que samedi dernier, ma fille m'a dit, c'est vrai, elle m'a dit, je vais dormir chez mes copines. Et c'est exactement ce que disait Ouna à sa mère quand elle sortait. Elle disait, je vais dormir chez Carole, et tout, parce que Carole avait un grand appartement sur Park Avenue avec 18 domestiques. Donc, c'était tout à fait pratique pour la mère. La mère, comme ça, elle avait la paix. Sa fille allait dormir chez sa copine. Mais en fait, elles allaient au Stork et elles buvaient toute la nuit avec des vieux messieurs. Et donc, oui, enfin, Truman Capote avait 16 ans. Et donc,
Peut-être que Chloé fait la même chose. Enfin bon, donc oui, ça me préoccupe, ça m'intéresse. Il y a un thème, c'est vrai, sur les enfants un peu abandonnés par leurs parents, ce qui était le cas de Capote, c'était le cas de Una, de Chaplin aussi. Oui. Le seul qui a eu des parents assez bienveillants, c'était Salinger. Lui, ses parents sont bien occupés de lui. Il avait aussi une petite sœur qu'il aimait beaucoup. On s'éloigne du sujet. Non, il y a beaucoup de thèmes. En fait, c'est une histoire, ce qu'il y a de marrant, enfin, ce qu'il y a de bizarre avec cette histoire, c'est qu'elle charrie beaucoup de mes obsessions. La victoire du cinéma sur la littérature à travers le largage de Salinger pour Chaplin. La victoire aussi du roman américain sur le roman français. Le fait que, avec la victoire des Alliés, il y a eu aussi toute une colonisation culturelle américaine qui fait qu'en France, on lit les Américains alors que eux n'en ont rien à foutre de nous. Et donc, bon, enfin, il y a plusieurs thèmes comme ça. Donc, en effet, l'abandon par le père. Et donc, Eugène Oeil, on découvre aussi un peu Eugène Oeil, parce que bon, on ne le connaît pas forcément très bien, on en a parlé au début, et c'est vrai que là aussi, on sent une volonté aussi de le faire mieux connaître. Oui, puis par rapport à... C'est pas parce qu'on est un grand écrivain qu'on est un bon père. C'est ça aussi. Et lui était vraiment à la fois un grand tragédien, mais aussi un être humain assez indifférent. Et c'est probablement un point commun avec Salinger. Salinger n'était pas un type agréable du tout. Il ne savait pas tellement vivre. Il était très difficile d'accès. Et puis après la guerre, très traumatisé et probablement allergique à l'humanité. Donc et Eugène O'Neill, c'était pareil. Il vivait reclus il écrivait dans une cabane. Il voyait jamais ses enfants. Il a eu 3 enfants, 2 se sont suicidés. Et Una O'Neill est la seule qui a eu une vie à peu près heureuse, grâce à Chaplin, parce qu'elle a trouvé finalement peut-être un père de remplacement. Et oui, les 2 frères d'Una se sont suicidés quand même. C'est lourd, quoi. C'est quand même. Et il y en a un qui est mort d'une overdose et l'autre qui s'est jeté par la fenêtre, qui était alcoolique, qui s'est jeté par la fenêtre. Donc vous voyez que c'est quand même. Oui, j'ai cassé l'ambiance. Non, il faut le dire aussi. Non, c'est des vies très tragiques. Mais la vie de Chaplin aussi, c'est épouvantable. Son père, il n'a pas connu son père, qui était alcoolo. Sa mère était folle dans un asile psychiatrique et tout. Et d'arriver comme ça, à partir aux États-Unis à 17 ans et de d'inventer le cinéma, d'inventer Beverly Hills, de créer Hollywood quasiment. Et ensuite de faire virer après la guerre de ce pays, après avoir fait tout ça, c'est fou. C'est la vie de Chaplin est quelque chose de très romanesque aussi. Ce qui est intéressant dans ces destins finalement de personnages. On va vous demander peut-être si vous avez des questions peut-être au public, des réflexions pour Frédéric Becbédé à propos de ce livre, Una et Salinger. Ça peut être aussi des compliments, juste. Les réflexions, forcément des questions. Juste des... Oui, pour votre micro, C'est pas une question sur le bouquin, c'est grave? Non, c'est autorisé. Merci. Je sais pas trop comment poser ma question, mais ça fait longtemps maintenant que vous écrivez. Il y a eu une évolution, je pense, de votre style. Et j'aimerais savoir, ma question c'est, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous espérez laisser à votre siècle? Non, je m'exprime. Je pense que chaque artiste essaye de laisser quelque chose à son siècle. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous espérez laisser à votre siècle. Je ne sais pas si on se pose la question comme ça, parce que ce serait un peu paralysant de se poser la question comme ça. Mais vous avez raison, enfin, sur un point, il y a d'ailleurs un moment dans le livre où Una et Jerry discutent, et il dit « Je voudrais avoir la cruauté de Eugène O'Neill et la légèreté de Fitzgerald et avoir en même temps la concision d'Hemingway et écrire d'une manière aussi sarcastique que Dorothy Parker. Il dit tout ça et Una l'interrompt et dit bah, dis donc, tu te prends pas pour de la merde.
Et il répond, bah oui, si on écrit des livres, on est un peu obligé d'être prétentieux. Il dit quelque chose comme ça. Il faut choisir un autre métier qu'écrivain si on n'est pas prétentieux. Et donc, pour vous répondre, vous avez pas tort. Oui, on peut pas faire ce métier-là sans se demander qu'est-ce qu'on va laisser. Alors, pour vous répondre autrement, j'étais très honoré parce que j'ai fait mon entrée dans le dictionnaire, figurez-vous. Donc, je suis dans le petit Robert. C'est pas mal. Et alors, c'est pour vous répondre. Alors, eux, donc c'est marrant de voir ce qu'ils disent. Ils disent, il a, avec un style ironique, décrit les travers de son époque. Bon, c'est pas mal ça. Déjà, si j'ai laissé ça. C'était votre but ? Si jamais avec 99 francs ou avec Au secours pardon, l'égoïste romantique ou autre, j'ai fait un portrait de mon époque d'une manière ironique, comme ce qu'ils disent dans le dictionnaire, hein, excusez-moi. C'est bien pratique. Ça veut dire que j'ai fait ce travail-là, j'ai fait un travail un peu de satiriste, un peu de caricaturiste de mon temps, sur différents aspects, la drogue, les prostituées, la publicité, et les mannequins russes. Et voilà. Alors là, maintenant, c'est vrai que depuis 2 livres, j'ai un peu arrêté de faire ce travail-là. Donc, du coup, je sais pas ce qui restera de ces livres-là. Peut-être un portrait de la vision d'un homme du 21e siècle sur le siècle précédent, peut-être. C'est peut-être ça que je suis en train de faire. Non? Le regard du 21e sur le 20e. C'était ce que je voulais savoir. Merci. Ah bon. Une question là-bas. Oui. Il y a 2 ans, quand vous avez réalisé L'amour dure 3 ans, vous avez un peu surpris tout le monde, fans comme détracteurs. Je me souviens d'une critique qui disait j'attendais que son film soit mauvais pour lui taper dessus, mais malheureusement il est bon, j'ai rien à dire. Et c'est vrai que pour l'instant, en pourcentage d'adaptation réussie de votre œuvre, vous battez Bret Easton Ellis, parce que je crois qu'il est pas très content, lui, de pas mal de ses adaptations. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand c'est qu'on vous retrouve derrière ou devant une caméra, parce que vous avez quand même encore pas mal d'œuvres sympas qui feraient de très bons films, je pense. Merci. Je suis en train de travailler avec un producteur à l'adaptation d'Au secours pardon, qui est la suite de 99 francs. Ça traîne un peu, ça fait 5 ans. Mais c'est très long. Le cinéma est c'est très très différent d'un livre pour ça, parce qu'il faut trouver des acteurs, il faut trouver de l'argent, il faut que tout le monde tout le monde soit libre au même moment, etc. C'est assez long. Et là, il y a un scénario qui est fini et je suis toujours en recherche des comédiens. J'espère pouvoir le tourner d'ici l'année prochaine. Et alors, ce sera très différent de L'amour dure 3 ans, parce que là, c'est beaucoup plus. Enfin, le roman Au secours pardon est beaucoup plus trash. Hein. C'est plutôt un retour au ton de 99 francs, quoi. Donc, on retrouverait Octave, personnage qui m'a valu bien des problèmes, puisque j'ai essayé de lui ressembler à une époque. Et donc c'est le retour d'Octave. Et cette fois, il est à Moscou. Ça pourrait être l'affiche, d'ailleurs. Il revient. Et cette fois, il est à Moscou. Ouais. Merci. Bonjour. Désolé. Vous avez de multiples activités. Vous avez réveillé la moitié de la salle. Oh oui. Donc, vous avez beaucoup d'activités très multiples dans divers domaines. Combien de temps passez-vous à écrire? Quelle est une semaine type de Frédéric?
Non, mais en fait, j'ai réussi à canaliser ma schizophrénie en regroupant les activités journalistiques à Paris et l'écriture littéraire, l'écriture de longue haleine à Guétari, dans le sud-ouest. Et ça marche pas mal. Pour l'instant, ce système fonctionne, c'est-à-dire que quand je suis à Paris, je fais le Cercle, le magazine, mon article du Figaro, et puis quand j'ai bouclé tout ça, je pars m'isoler dans ma maison, et là j'avance sur des projets plus personnels. Et d'ailleurs, je ne peux plus écrire une ligne d'un livre à Paris. Depuis que j'ai trouvé cette organisation-là, c'est embêtant, parce que quelquefois j'aimerais bien pouvoir travailler à Paris, quelquefois j'ai du temps libre, mais j'y arrive pas. Voilà. Bonjour. Bon, d'abord, je suis très admirative de votre travail, déjà. Et je voulais savoir, justement, vous disiez tout à l'heure que vous avez un peu changé de style depuis deux livres. Je voulais savoir si vous n'avez pas l'impression que la presse, notamment, et les critiques vous enferment dans votre ancien style, justement ironique. Si maintenant, ça ne vous dérange pas et vous n'aimeriez pas être vu autrement. C'est difficile. Moi, je vais pas critiquer la presse parce que je suis journaliste. J'aime beaucoup écrire librement sur les livres des autres. Donc, je dois accepter d'être jugé à mon tour. Alors, j'ai plutôt de la chance parce que depuis deux livres, c'est beaucoup moins violent qu'avant. Avant, j'avais vraiment des articles très très agressifs. Là, il y en a eu quelques-uns, mais finalement assez peu. Et dans l'ensemble, le livre a été très très bien reçu. Mais je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu une image qui me précède, qui fait que je ne suis pas lu complètement objectivement. Je pense que j'ai une image un peu énervante et je sais pas. Ou disons j'ai remarqué même quand c'est comme ce que disait le jeune homme précédemment, même quand ils aiment, il faut quand même qu'ils disent je m'attendais à ce que ce soit vraiment nul comme d'habitude, mais finalement c'est pas si mal. Et c'est marrant, comme si les gens avaient besoin de s'excuser d'aimer ce que je fais. Finalement, pourquoi pas, c'est pas grave. Mais puis je pense que c'est toujours mieux d'avoir une image que pas d'image du tout. Finalement, même si on a une image fausse, un peu exagérée, d'une sorte de crétin, un octambule. Après tout, c'est pas si mal, c'est mieux que rien. Et puis c'est plutôt sympathique, un octambule. Je veux dire, les écrivains que j'aime étaient tous des noctambules. Bonjour. Dans une ancienne vie, vous étiez concepteur-rédacteur. Tout à l'heure, vous parliez de la brièveté donc des nouvelles et comme quoi c'était bien plus difficile d'être profond, intéressant quand le format était plus petit. Est-ce que, à la manière de Cioran ou Guitry, pour vous, le style le plus parfait, ce serait quand même encore l'aphorisme, comme dans L'égoïste romantique? Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup d'admiration pour les formules. Je trouve que c'est effectivement quelque chose qui m'a intéressé quand j'étais dans la pub. C'est vrai, j'en faisais beaucoup à l'époque. Maintenant, j'ai tendance à, je sais pas si, je crois qu'il y en a encore un peu dans le dernier, mais je les mets moins en avant. J'aime mieux que ce soit fluide, quoi. Qu'elle soit peut-être dans un paragraphe, disons au détour d'une page, tiens, tac, il y a une formule, mais c'est pas trop isolé. Mais je veux pas hiérarchiser en disant l'aphorisme est supérieur à la nouvelle supérieure au roman, le roman supérieur au cinéma, parce que je crois que c'est pas tout à fait vrai. J'aime tout en fait, mais ce qui était très amusant là, c'était les dialogues. Écrire les dialogues était quelque chose d'assez ludique. C'est assez marrant d'écrire des dialogues, que ce soit d'ailleurs
pour le film L'amour dure 3 ans ou pour le roman Una et Salinger. Les deux sont très dialogués. J'ai l'impression que je prends goût à ça. D'accord, parce que souvent dans vos livres, vous faites comme ça beaucoup de citations. C'est vrai que peut-être qu'on peut penser que vous aimez bien les idées qui sont, on va dire, qui frappent dans une citation pour résumer vraiment un état d'esprit où vous utilisez énormément de citations. Tout à l'heure, vous en avez utilisé énormément. Je ne sais pas, est-ce que pour vous, c'est vecteur d'idées ou de développement, vous arrivez à extrapoler comme ça à partir de pensées qui vous ont frappé chez d'autres auteurs, par exemple? Oui. Non, c'est vrai que quand quelqu'un a trouvé une manière assez brève de dire une chose compliquée, ou j'ai beaucoup d'admiration pour ça. J'ai beaucoup de respect pour ça. Ça ne veut pas dire que ça suffise. Je pense que c'était un défaut dans mes premiers romans. Dans les premiers romans, y compris L'amour dure 3 ans, mais aussi dans Vacances dans le coma. C'était de croire qu'il suffise d'avoir une phrase bien balancée pour être un romancier. C'est plus que ça. Ça demande quand même de la construction, des développements, des descriptions, de prendre son temps aussi, de ne pas vouloir toujours briller. J'espère que j'ai dépassé ce stade un peu infantile de vouloir épater à tout prix avec des jeux de mots aussi, un peu. Souvent, c'était vraiment un peu minable. Hein. J'avais un goût pour le jeu de mots que j'espère qu'il a disparu complètement maintenant, avec l'âge. Peut-être une dernière question, mais après on va passer peut-être à la dédicace. Il y a des gens qui partent déjà, je n'aurai pas quand même une question là-bas, oui. Bonjour. Je ne vais pas faire dans l'originalité, je vais revenir sur ce changement depuis 2 livres. C'est un changement de thème, on reconnaît votre style finalement, même dans Una et Salinger. Comment vous expliquez la motivation de ce changement? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur d'autres sujets, des thèmes peut-être un peu plus graves, un peu plus profonds que les précédents? C'est difficile de répondre parce que je ne sais pas très bien ce que je fais. Encore une fois, je ne sais pas très bien pourquoi j'ai été attiré par d'abord un livre sur mon enfance, mes origines géographiques et familiales et tout. Mais bon, peut-être que c'était le fait d'être enfermé dans un placard par la police qui m'a inspiré un roman français. Et puis ensuite, là, celui-là, c'est une curiosité au fond, pour les générations qui nous ont précédés. J'ai l'impression qu'en parlant des générations précédentes, je parle aussi de la mienne, c'est-à-dire la première génération de l'après-guerre. Je suis né en 65. Finalement, qu'est-ce que ça nous a fait d'être la première génération qui ne massacre pas ses voisins? C'est bizarre. Avant, tous les 20 ans, les gens s'entretuaient dans ce pays, et puis où faisait la guerre. On est la première génération sans guerre. Qu'est-ce que ça fait? Probablement, ça fait qu'on est des adolescents éternels, incapables de grandir, incapables d'être adultes ou de devenir des hommes, puisqu'avant c'était la guerre qui faisait les hommes. Et tant mieux, hein, s'il n'y a pas de guerre, ça m'arrange, moi je préfère. Mais c'est peut-être le sujet caché de ce livre. C'est en réalité un livre sur ma génération trop gâtée, qui regarde celle d'avant avec fascination et terreur, et un truc comme ça. Mais je vais revenir au présent, là. Je sens bien que depuis 2 livres, on commence à se dire mais qu'est-ce qu'il a? Et c'est vrai que moi aussi, j'ai un petit peu envie maintenant de retourner à aujourd'hui et de recommencer à faire peut-être un livre un peu plus contemporain. Oui. Bah voilà. Surtout un livre qui ne me mette pas 5 ans à écrire. Merci beaucoup pour l'invité.